Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous suivre sur RTV dans votre émission On en discute. Alors une semaine particulièrement chargée. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Kaki, dramaturge. Gamel Abina, vous êtes le président de MDC, Mouvement des droits civiques. Et Tarak Sassi, vous êtes le président de l'association La Remontée. Alors, messieurs, quand je dis que c'est une semaine chargée, en fait, j'entends par là qu'on a beaucoup parlé cette semaine dans les médias de personnalités qui sont représentatives de la communauté maghrébine, de la communauté africaine. Je parle ici de Zinedine Zidane. Vous avez entendu comme moi tout ce brouhaha autour de cette affaire. Sans parler du film Les Tirailleurs d'Omar Sy, et aussi, avant cela, de la polémique engendrée par les propos de l'écrivain Houellebecq. Alors, je voudrais d'intervenir parce que j'ai eu l'impression, moi, que ces trois visages de la France, finalement, ne se rencontraient pas toujours. Est-ce qu'on se connaît entre Français ? Est-ce qu'on, finalement, on a réussi à se connaître? Parce que pour aller dans le même sens, encore faut-il se rencontrer, se connaître. Mohamed Kaki. On se connaît trop bien, justement. Je crois que ce qui s'est passé là, avec notamment les attaques contre Zinedine Zidane, relève d'une disqualification très importante et d'un processus de disqualification qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme l'histoire du Rubik's Cube. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est à tous les coups tu perds. C'est-à-dire que vous avez un homme avec un parcours irréprochable, parfait, qui est aimé de la planète entière et qui est attaqué de manière grossière par un individu, en l'occurrence le président de la Fédération française de football. Mais derrière lui se cache un système. Parce que ce n'est pas seulement, je dirais, une attaque grossière comme on l'a vu. C'est un système qui se révèle. C'est un système derrière ça et un système de schéma de représentation colonial. C'est-à-dire qu'au fond, la place qui est assignée aux Arabes en France ne doit pas bouger. Et donc là, vous avez, si vous voulez, la singularité d'un homme qui a eu un parcours singulier, c'est-à-dire qui devrait être l'entraîneur de France. Hein. Et donc, on a là l'idée qu'il ne faut jamais qu'il prenne cette place-là. Avec Omar Sy, c'est la même chose. Vous avez le gars sympa qui fait rigoler tout le monde. Ouais, c'était la personnalité préférée des Français, si je me trompe. Tout à fait. Si longtemps. Aimé par les Français, parfaitement, les deux d'ailleurs. Et donc, ce deuxième personnage, comme il s'est exprimé dans un journal de manière singulière, c'est-à-dire qu'il a voulu dire ce qu'il pensait réellement de l'histoire coloniale, eh bien, on lui a déni cette affaire-là, c'est-à-dire de lui dire, bah non, tu n'as pas le droit de parler. Par contre, il y en a un qui a le droit de parler. Ah oui. Il y en a un qui a le droit de parler, c'est Michel Houellebecq. Alors, lui, il a le droit de parler, il a le droit d'écrire, et tout va bien. Je reviendrai vers vous, Mohamed Kaki, mais je vous demanderai quand même de finir votre propos avant. Oui, ce que je disais, c'est qu'au-delà des attaques contre ces deux premiers individus, en l'occurrence Omar Sy et Zinedine Zidane, se cache une disqualification collective des Français héritiers de l'immigration coloniale en France. C'est une insulte collective. C'est pour ça que d'ailleurs, l'émotion a été générale. C'est que chacun s'est dit, alors là, c'est pas possible. D'accord. Si on touche à lui, ça veut dire que quels que soient les efforts qu'on fait... Ça fragilise tout le monde. Ça fragilise tout le monde. Gamel Abina, justement, en tant que représentant du mouvement des droits civiques, est-ce que là, vous sentez qu'il y a une atteinte à ces droits civiques? En l'occurrence, on peut dire que non, puisque sur le plan strictement civique, il n'y a pas d'atteinte. Donc comment vous vous placez par rapport à ça? Alors pourquoi on parle de droits civiques? Parce que l'exercice des droits civiques, on pense tout de suite aux États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis. En 1958, De Gaulle arrive en Algérie et il propose à des sujets de la France, qui étaient les Algériens, d'exercer leurs droits civiques. Alors c'est quoi les droits civiques? C'est droits et devoirs.
Le droit, effectivement, il y en a beaucoup, ils sont multiples et variés. Le devoir, c'est respecter la loi. Ça se borne à une seule chose, on respecte la loi. Par contre, les droits, ils sont multiples. Et en l'occurrence, là, quand on va attaquer, bon, on va prendre l'exemple de Zidane ou de Omar Sy, ces deux personnalités sont attaquées alors qu'elles sont aimées, c'est-à-dire qu'elles font l'unanimité en leur faveur. Et en substance, là, c'est là où on voit que c'est assez sale. Et il y a une chanson qui s'appelle Great Pretender, j'allais dire grand prétendant, en l'occurrence. Le Gret, en substance, qui est un personnage qui est assez nauséabond, on ne le dit pas assez, mais il a 81 ans, il a peut-être connu la guerre d'Algérie, il fait partie de cette vieille France rance qui a connu l'antisémitisme, qui a connu les haines structurelles qui existaient. Et donc, quand il s'exprime du fond de son cœur, certainement très aviné, il a dû boire ce soir-là, et d'expliquer dans un plateau TV qui lui était favorable, la femme qui l'interviewe, elle lui dit qu'elle l'aime. D'expliquer que Zidane, il ne le connaît pas, avec une condescendance extrême, un mépris vraiment incroyable. Je lui répondrai pas au téléphone, c'est qui ce type-là, il ira pas au Brésil, c'est un pauvre type. En gros, il fait tout ce qu'il doit faire pour montrer son mépris, parce qu'il dérape. Le problème de ce dérapage-là, c'est pas... Alors, toute la France n'est pas comme ça, bien évidemment. Je le dis régulièrement, si la France était comme ça, il y aurait des manifestations massives dans la rue contre les immigrés, ça n'allait jamais arriver. Donc ça règle la question. C'est-à-dire que cette tentative de vouloir racialiser le débat et d'exclure des gens ne fonctionne pas. Mais par contre, il y a une France sale, idéologue, qui est très présente aujourd'hui sur les plateaux, et qui dit, lorsqu'Omar Sy explique qu'il y a 2 poids 2 mesures, on verse une larmichette pour les Ukrainiens, parce que tout le monde est d'accord, une guerre est horrible. Mais par contre, quand c'est les Noirs qui meurent, 10 millions de morts, en République, en ex-Congo belge, d'accord, RDC. 10 millions de morts depuis 10 ans. Tout le monde s'en fout. C'est massif. Je veux dire, il y a eu 500 000 morts au Rwanda. Tout le monde s'affichait. Il a fallu du temps pour que ça sorte. Et évidemment, l'identification de l'Européen sur le noir ou l'arabe, 5 millions de morts au Moyen-Orient. Rappelons l'Irak, la Syrie, la Libye. On multiplie le nombre de morts, c'est des millions. On parle vraiment de chiffres abyssaux. Et bien là, bizarrement, il n'y a pas cette identification. Et la seule fois où il y a une larmichette qui a été faite à destination de gens issus de ces régions-là, donc, c'est quand le jeune kurde, Aylan, la tête retournée, on ne voit pas son visage, avec des vêtements d'enfants qu'on peut imaginer être des enfants occidentaux, donc on ne voit pas, il n'est pas incarné, c'est juste le corps d'un enfant mort sur une plage. Là, les gens réagissent parce qu'effectivement, ils disent que ça aurait pu être un des nôtres. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'on considère qu'il y a des races supérieures, c'est malheureusement le vieux racisme du 19e siècle qui est resté, et les races inférieures qui ne méritent pas le même traitement. Et lorsque le Gret s'excite, lui, puis Deschamps, on n'en parle pas de Deschamps, mais c'est du bout des lèvres qu'il n'a même pas condamné le Gret, il a dit propos inappropriés, c'est pas une condamnation inappropriée. Il aurait dû dire propos déplorables, propos condamnables. C'est pas ce qu'il a dit. Que ça. Voilà. Non, lui, c'est inapproprié. Parce que cet homme se cache toujours derrière des postures. Mais en vérité, lorsqu'on voit ce qui se passe, le traitement qui a été infligé à Zidane, qui est, c'est bien d'avoir dit, le meilleur d'entre nous, entre guillemets. C'est le Français le plus connu de la planète. Le plus connu, mais pas seulement. C'est celui qui a le meilleur parcours, c'est celui qui a le mieux réussi en Espagne, c'est celui qui a une image hyper propre et gentille. C'est un type qui est humble, qui n'attaque jamais personne. Quand même, voir Zidane en 30 ans, jamais une attaque sur personne. Jamais de critique, pas de mot de travers, rien. Il n'a même pas critiqué le fait qu'un vieux monsieur de 81 ans soit encore à la tête de la fédération. Il n'a pas critiqué le fait qu'un monsieur comme Deschamps, dont on dit le parcours était le jeu. Non, il s'est planté 2 fois. Même si on se plante en finale, on se plante. Il n'a pas critiqué le fait, effectivement, qu'il y a un problème en termes de représentation. Je veux dire, dégager comme une poubelle, Benzema, on pourra en parler. Cette façon de l'avoir viré dans un avion en disant « t'es blessé, dégage », ça c'est intolérable. C'est dire que réellement, il y a un problème qui est là et ceux qui représentent une certaine couche rance de la société pose problème. Tarek Sassi. Alors moi, je rejoindrai Gamal sur les chiffres qui ont été énoncés, sur le nombre de morts au niveau géopolitique dans l'histoire, et que c'est vrai qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Mais encore une fois, pourquoi on attend que ce soit des affaires de football pour ouvrir les yeux? Parce que moi, réellement, là, je vais m'occuper d'abord du football. La France perd sa finale. Il y a un déluge de propos racistes et là tout le monde se scandalise. Ouais. Mais il n'y a pas à se scandaliser, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est malheureux, c'est le jeu. On va vers le populaire, et le populaire a toujours un fond mauvais, parmi lui. Donc il s'exprime, il se lâche. Mais pourquoi en fait on en fait autant pour des footballeurs millionnaires quand nos petits frères, quand notre voisin, notre père, notre mère ou dans l'histoire, ils ont subi tellement et que ça a été passé sous silence. Et que là, voilà, c'est des footballeurs, donc on en parle. Pour ce qui est de Zidane, encore une fois, aimé de tous les Français, voilà, moi personnellement,
Je suis pas un amateur de foot. Je suis pas le foot. On est obligé de suivre ça un petit peu parce que c'est devenu une dictature médiatique. Ça veut dire que c'est un si produit Lorient, de consommation mondialisée, le football. oui, mais bon, voilà. c'est Mais ça, après, c'est moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Si Lorient marque un but contre Sedan, ben, on va voir ça 3 fois dans la même journée sur BFM TV, alors que moi, personnellement, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes de pouvoir d'achat, c'est les problèmes de faux chiffres qu'on nous donne aujourd'hui sur le fait que le chômage baisse alors qu'on en est loin de là et qu'il y a une réelle discrimination des gens issus de l'immigration à des postes bien précis. Et elle est là la réalité. Et quand on parlait de relent colonialisme, il faudrait peut-être se souvenir que quand même la théorie des races supérieures sur les races inférieures, c'est quand même quelque chose de base déjà qui vient de la gauche. C'est pas quelque chose. Ah si, quand même. C'était écrit par un homme qui s'appelait, qui est très connu d'ailleurs, qui a écrit cette fameuse thèse des races supérieures et inférieures. Comment il s'appelait? C'était le comte. C'est un grand commis de l'État français, Gobineau, d'accord. Mais à l'Assemblée nationale, qui les a? Non, mais c'est pas le problème. C'est lui qui a écrit ça. Il a codifié. Ça vient bien d'un penseur de droite, pas de gauche. Hein, je suis désolé. Mais en attendant, qui les a prononcés à l'Assemblée nationale et qui a fait voter des lois? C'était en vote par tous. Voilà. Voilà, donc il faudrait peut-être se rappeler du rôle de cette gauche qui est toujours un petit peu dans le paternalisme, justement dans ce post-colonialisme et de hiérarchisation des races. Après, qu'on s'étonne en fait qu'il y ait à peu près le même rapport avec le film d'Omar Sy, qui est un excellent hommage, parce que j'ai eu mon grand-père qui a été prisonnier de guerre 2 fois, la première fois par les Allemands, alors qu'il était enrôlé par l'armée française à l'époque en Tunisie, et la deuxième fois pendant l'indépendance par l'armée française. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait un devoir de mémoire, mais ce devoir de mémoire, malheureusement, arrive que maintenant, alors qu'on aurait dû l'avoir beaucoup plus tôt, et qu'on avait les moyens beaucoup plus tôt, et que maintenant, en fait, avec tout ce qui s'est imposé, aussi bien avec des Éric Zemmour, aussi bien avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, tous ces penseurs d'extrême droite aujourd'hui à qui on ouvre la porte de « touche pas à mon poste » et qui peuvent se permettre de s'exprimer tel qu'ils s'expriment, on s'étonne aujourd'hui que les gens accueillent mal le film d'Omar Sy. Il y a eu indigène hors la loi aussi. Alors j'ai une question à vous poser, messieurs. Est-ce que, voilà, pour rebondir un peu sur votre dernière phrase, est-ce qu'un auteur célèbre en France comme Michel Houellebecq, pour vous, tient des propos d'extrême droite? Est-ce que ces propos sont graves? Est-ce qu'ils, justement, ils font le lit? Et après, pour reprendre cette formule, pourquoi s'étonner après de ce qui vient après? Mohamed Kaki, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente question parce qu'elle nous fait rebondir sur les propos de notre ami qui disait le populaire a un fond mauvais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on a là un intellectuel puissant qui véhicule, je dirais, une idéologie nauséabonde, voire qui peut avoir des conséquences meurtrières, criminelles, sur le terrain. Puisque quand on dit des choses aussi graves... Alors rappelons ce qu'il dit, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent, oui, il insulte. Non, on n'est pas dans l'insulte, là. On est dans l'appel au meurtre, à ce qui est le plus grave qui soit. On est à l'appel à la haine et plus que ça. C'est pas juste appeler à ne pas aimer, mais aller plus loin. On parle de faire des Bataclans à l'envers. Ça veut dire ce que ça veut dire. De faire des attentats dans des mosquées, pardon, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, justement, c'est là où ce qui est important, c'est de voir le rôle des intellectuels. Le rôle des intellectuels, de ceux qui écrivent, de ceux qui effectivement, avec la télévision, les médias, etc., produisent justement le fond mauvais des bas instincts de manière plus générale. C'est-à-dire qu'ils augmentent le racisme. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est peut-être qu'on ne se comprend pas, mais le fond mauvais populaire ne vient pas des gens modestes comme ça, mais ils sont, comme dirait Bourdieu, ils sont fabriqués. C'est-à-dire que les médias fabriquent justement cette idéologie nauséabonde, etc. Mais par exemple, je pensais, pendant que vous discutiez, il y a quelque chose qui m'est arrivé. 1956, les pouvoirs spéciaux, donc, qui ont eu des conséquences graves en Algérie. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir de police à l'armée. Hein, et ça a été voté à l'unanimité
en Algérie. Donc ce n'est pas une histoire de gauche ou droite, puisque c'est la majorité de l'Assemblée nationale à l'époque, gauche comme droite, qui ont voté comme un seul homme pour une répression horrible qui a fait une boucherie en Algérie. D'accord. Et donc, on voit bien que ce sont les dominants, ceux qui ont les clés du camion, comme dirait Roselyne Bachelot, et ben, qui font... je dirais, qui donne la possibilité sur le terrain d'avoir des conséquences très graves. Mais là, sur le fond, en fait, sur notre affaire, pourquoi on est là aujourd'hui, pour parler notamment de ces deux personnes qui ont été disqualifiées par les médias. Je crois une tentative de disqualification. Tentative de disqualification qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché parce que justement, c'est là où intervient une autre phrase que j'aime bien. Les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. Parce que nous avons justement riposté collectivement par les réseaux sociaux, par un tas de choses, eh bien justement, Noël Le Graët viré. Alors, en tout cas, il est dans un processus suspendu. Mais il est au bord de la falaise. Il a toujours son salaire, lui. Il n'est pas au chômage. Mais il est au bord de la falaise. Il n'aura jamais de problème. Ah, mais c'est bien, c'est important de le souligner. Tout à fait. Il est au bord de la falaise. Et le système est fissuré. C'est-à-dire que là, les Français ont dit, bon, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas, puisque vous avez même jusqu'à des gens d'extrême droite qui, pour des raisons politiciennes, évidemment, ont riposté. Mais pourquoi ? Parce que c'est ça qui est important de se dire que aujourd'hui a émergé depuis une trentaine d'années des gens, comme les gens qu'il y a autour de ce plateau, des gens qui ont une capacité de parler, de produire des choses, donc des intellectuels, etc. Donc ça porte ses fruits. Et ça porte ses fruits. C'est-à-dire que le fait qu'on ait travaillé les uns et les autres à militer, par exemple, notre camarade a dit tout à l'heure sur la question du devoir de mémoire. Personnellement, ça fait 40 ans que je suis sur le pont Saint-Michel. Pour travailler sur la question de la mémoire. C'est-à-dire que la reconnaissance du crime d'État du 17 octobre 1961. J'ai écrit une pièce de théâtre. C'est pourquoi justement que certains partis politiques ne devraient même pas être présents lors de cette commémoration où ils cherchent à faire de la récupération. Alors, c'est les associations qui ont été à l'origine de ça. Ce n'est pas les partis politiques. Les partis politiques, je ne sais pas si tu viens au 17 octobre. Je viens au 17 octobre et moi, ce qui me gêne... on ne donne pas la parole aux partis politiques. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que justement, quand normalement, c'est des Algériens et justement... les autres qui devraient être là, solidaires et spectateurs, comme moi je le fais en tant que Tunisien, je vois un Bastien Lachaud, par exemple, moi je parle pour le cas d'Aubervilliers, qui prend la parole et qui sermonne et qui nous raconte l'histoire, en oubliant les grands hommes de gauche, les grands hommes communistes qui ont soutenu ce massacre et qui viennent aujourd'hui se placer en tant qu'humanistes et dénonciateurs. Oui, mais là, il s'agit d'un cas, je dirais... dans une commune, récupère notre mémoire, moi, on la manipule constamment, et on en a le cas avec ça aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord, puisque nous, on ne laisse pas faire. En tout cas, sur le pont Saint-Michel, c'est-à-dire notre collectif unitaire qui rassemble plus de 400 associations, notamment nationales, des associations importantes, etc., où on est sur le pont depuis 40 ans, je dirais, on n'est pas les révolutionnaires de la dernière minute. Ça, c'est important. C'est important de le dire. C'est important de le rappeler quand même qu'on a laissé quand même notre énergie là-dedans. Et là, ce sont des associations, ce pas des partis politiques. 1946. Voilà. Comme Julien Dragoul. Et c'est important. Après, localement, ici ou là, que des gens s'expriment, etc., moi, je dirais que c'est aux gens locaux de régler leurs histoires. Mais ce qui est important dans cette affaire-là, c'est de se dire aujourd'hui, nous résistons. Aujourd'hui, on ne se laisse plus faire. Parce que c'est ça qui est important. Et la dernière chose que je voulais dire... Très bien. Mais alors, ok, donc Le Graët, disqualifié. Mais Houellebecq, disqualifié ? Non. Moi, je réponds quand même à ce qui a été dit. Qu'un homme politique parle sur le 17 octobre, c'est une victoire. Ils se sont pliés à la réalité qu'on a imposée. On a milité, ils veulent récupérer, ça ne me dérange pas du tout parce qu'ils ont reconnu les faits. À l'époque, c'était des gens qui étaient complices, même les communistes, on peut en parler. Je veux dire, ils ont masqué le 17 octobre avec les massacres de Charonne, c'était problématique. Aujourd'hui, ils rallient une cause qu'on a imposée. À l'époque, il y a une trentaine d'années, effectivement, il y avait quoi, 30 pèlerins sur le pont. Aujourd'hui, c'est une massification, le monde en parle. Bon, c'est une vraie victoire. C'est que moi, je considère que c'est électoral. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Ils se sont pliés à notre non, ils se sont pliés à notre agenda. Ils viennent chez nous. On va pas chez eux. Et ils ne prennent pas la parole. Par exemple, il y a aussi une tentative de récupération d'un groupe très connu avec la main jaune, SOS Racisme. On ne les a pas laissés faire.
Pourquoi, Ils n'ont pas eu Parce que c'est le PS. Et que le PS, il est largement critiquable sur l'histoire algérienne. On les laisse pas faire le jour d'une commémoration. C'est une chose, ok, d'accord. Mais dans les bureaux de vote, c'est pas grave, dans les décisions ça électorales. N'a aucune importance. Non, parce que la réalité. Ce qui a l'important, c'est pas ça. C'est qu'ils se soient pliés. Moi, je précise. Ils se sont pliés à notre agenda. Ils ont été obligés de reconnaître les crimes. Ils vont se plier, ok, pour le 17 octobre. Pas que mais le pour reste ça. de l'année, il est pour eux. Mais c'est pas... Et quand ils prennent un arabe dans leur parti, c'est toujours pour le faire adjoint de la poubelle. C'est juste une figure. Le problème, non, mais on sait très bien. On appelle ça l'instrumentalisation. Par contre, pour revenir à la question qui était posée, parce qu'il faut quand même que j'y réponde. Donc, Houellebecq. Alors moi, je suis très modéré par rapport à ce personnage. Je l'ai rencontré une fois sur un plateau TV, je ne lui ai pas parlé. C'est un personnage qui est malade, physiquement. On le voit très bien. Il est un peu dérangé. Hein. On le sent bien quand il marche. Il est obsédé par son chien. Enfin, c'est très particulier. C'est un personnage qui n'est pas un idéologue, contrairement à l'idée reçue. Alors, c'est vrai que ce qu'il dit est détestable. Encore une fois, c'est un romancier. Ce n'est pas un penseur. Je ne donne pas une qualité à ce monsieur qu'il n'a pas. On peut être romancier et penseur. Oui, mais il n'est pas penseur. Il est romancier. Il est uniquement romancier. Il est romancier penseur, je suis d'accord, mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qu'il produit n'est pas une pensée profonde, c'est juste des romans anxiogènes. Il avait parlé de l'arabe qui arrivera en 2022 à la tête de l'État. Bon, c'était ridicule. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Houellebecq m'inquiète moins, beaucoup moins, qu'à Zemmour, qui est un idéologue d'une certaine mesure, et surtout qui est un polémiste, ou qui crée de la polémique et qui a des paroles très violentes qui font que le populisme l'emporte. Et on peut être inquiet, et c'est là où on va rigoler par rapport à l'extrême droite, je vais en parler en 2 minutes, on peut être inquiet par rapport à l'homme qui a inventé le concept de grand remplacement. Renaud Camus, lui, est très dangereux, parce que lui, ses paroles ont conduit à la mort à Christchurch de gens. Parce que ce qu'il laisse... C'est un argument. Voilà, c'est un argument. Et lui, c'est lui qu'on devrait faire incarcérer, qui devrait être condamné pour ses propos, parce que lui, il donne une idée, il donne corps à ses idées. C'est un peu comme Rosenberg chez les nazis, qui donnait corps, parce qu'Hitler a écrit Mein Kampf, c'est pas du tout un bouquin qui est très intéressant. C'est Rosenberg qui est intéressant quand il parle des mythes du XXe siècle. Il crée vraiment l'idée qu'il y a un monde fractionnant en deux parties, les civilisés chez eux et les sauvages ailleurs. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, c'est que on doit s'inquiéter de ces choses-là, on doit y répondre, on doit y penser, c'est bien de faire le travail de pensée, mais il ne faut pas se tromper de combat. Donc selon vous, Gamal Abina, le recteur de la mosquée de Paris, si je suis cet argument, a eu tort de porter l'affaire devant la justice. Alors, il a tenté, il a reculé, mais ce qui se passe, il faut savoir qu'il est avocat. Donc, il a eu raison de reculer, alors? Non, il n'a pas eu raison. Enfin, pour moi, il a raison. Sur le fond, il a raison. Soit c'est sérieux, soit c'est pas ça. Il l'a pas fait pour ça. Il l'a pas fait pour ça. Lui, il l'a fait parce qu'il s'est rendu compte que les poursuites qu'il voulait engager n'allaient pas aboutir. Il est avocat, donc il savait que c'était idiot. Il a parlé trop vite. Malheureusement, il s'est précipité. Mais j'ai envie de dire un truc pour juste revenir à l'histoire de Bardella, parce qu'il faut en parler de ces rigolos. Bardella, qui est d'origine, pour partie italienne, algérienne, faut le savoir. Il a des origines algériennes, c'est amusant. Ce monsieur s'est immédiatement... Comme Zemmour. Oui, comme Zemmour, c'est évident, il est totalement algérien. Mais Bardella a des origines, il a des ascendants. Mais Bardella s'est précipité immédiatement pour condamner. Pourquoi? Parce que, et c'est là où on doit s'inquiéter réellement. Parce que Madame Le Pen, une semaine avant l'attentat du type qui a assassiné les Kurdes à Paris, mais il cherchait que les étrangers, avait dit qu'il faut en finir avec les mouvements extrémistes de droite comme de gauche. Donc elle parlait de la droite aussi. D'accord? Parce qu'elle sait qu'il y a des mouvements qui sont en train de s'organiser pour tuer. Bardella condamne immédiatement les propos de Le Gret, avec lesquels il aurait été d'accord il y a encore 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attendez, si on ne se met pas dans la vague antiraciste malgré tout, si on commence à montrer qu'on est comme eux et qu'on peut valider les crimes de sang qui sont en train de se perpétrer, et il y en aura d'autres, on le sait très bien, la police fait un travail formidable pour les grandes organisations, mais les loups solitaires, on ne peut pas les attraper. Eh bien, si on ne condamne pas, on va être assimilé à eux. Donc Bardella, de façon très maligne, a dit, ah non, mais on condamne, ah mais Le Gret, c'est pas bien, non mais Zidane, on adore. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leur posture de parti normalisé. Oui, le parti à qui on peut confier les clés. Tout à fait, voilà, un parti avec des gens responsables. Bon, oui. Ceci dit, je pense que pour que notre débat continue à avancer sur cette thématique, je crois qu'il y a 3 choses qui me semblent très importantes. 1, il faut qu'on sorte de la sidération. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est sur du côté émotionnel, on est attaqué, alors on est... Oui, bien sûr qu'il faut de temps en temps dénoncer, etc. Mais je crois que le plus important, c'est de partir de notre héritage. Nous avons un héritage important de combat qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de 1926, notamment de la création de l'étoile nord-africaine à Paris. Donc l'histoire, je dirais, des Maghrébins, des Arabes ou des Français héritiers de l'immigration coloniale ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Il y a un long corpus, jusqu'au mouvement des travailleurs arabes en 1972. Donc c'est important de faire ce travail de transmission et d'héritage qui donne de la puissance, de la force à nos jeunes, etc. C'est pas vrai qu'on fait rien, c'est pas vrai qu'on est que des larbins du PS ou du PC ou de je ne sais qui, c'est absolument faux. Et dire ça, c'est dégringoler le moral de nos troupes. Le troisième chose qui me semble importante, c'est que
il faut aussi réfléchir à... Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est le processus de construction. Parce qu'on construit, parce qu'on est dans l'action, parce qu'on fait des pièces de théâtre, parce qu'on fait du cinéma, parce qu'on est bon au football, à la boxe, au judo, etc., eh bien que ça commence à poser problème. Mais ça pose problème en termes positifs en même temps. En même temps, on a bien vu que là, ils ont reculé et que ce que vient de dire Gamal est tout à fait pertinent. Donc, vous constatez un changement de... Enfin, le jeu a changé. Le jeu a changé parce qu'on constitue une force. On constitue une force, disons-le clairement, à la fois électorale, mais aussi en termes de pensée, en termes d'action culturelle, d'action au niveau du sport, etc. La seule chose qui compte aujourd'hui, et que c'est ça qu'il faut travailler, je le dirais par une phrase en termes de haïku à la japonaise, s'unir collectivement pour ne pas subir individuellement. Absolument. Oh, on en est loin. C'est ça, mais il faut travailler. Pourquoi on en est loin? Parce que si c'est ça qu'il faut faire et qu'on en est très loin, c'est intéressant. On est très loin, Pourquoi? parce que dans tous les cas, même si voilà, on revient sur ce que j'ai dit, sur le fait que malheureusement les gens d'origine maghrébine, souvent c'est l'arrière main-d'œuvre de la gauche, mais c'est une réalité et on l'a vu dans ces élections. On l'a vu dans la nomination de ces députés. On l'a vu dans la nomination de ces députés. Aujourd'hui, c'est clair. Il y a des gens à droite. C'est clair, mais bien sûr, mais même la droite aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu rejoindre le mouvement de mode de Zemmour. Mouvement de mode de Zemmour. Par contre, je suis d'accord avec pourquoi Gamal. vous dites que c'est un mouvement de mode, Zemmour? Un mouvement de mode. Parce que Zemmour, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et je reviens encore une fois sur le fond populaire mauvais. Parce que moi, j'ai grandi sur la Côte d'Azur et j'ai grandi avec l'identité qu'on m'a laissée, ça veut dire salarabe. Dans ma tête, je n'arrive pas à me construire une identité française parce que pendant 26 ans, on m'a rappelé que j'étais un salarabe. Et pendant 10 ans, ici même sur Paris, j'étais sans domicile fixe et on me rappelait toujours qui j'étais. Et voilà, ça peut. Mais il faut travailler à ce que ça ne soit pas intériorisé. Le problème, encore une fois, c'est le manque de solidarité et que souvent, les plus grands traîtres, ils sont chez nous. Les plus grands. C'est faux. Les plus grands, les plus gros il n'y a pas girouettes. plus de traîtres chez nous Voilà. que chez... Non. Parce que, encore une fois, dans les médias, on s'alarme. Faudrait définir. Dans les médias, on s'alarme pour un Zinedine Zidane, on s'alarme pour une équipe de France, mais on ne s'alarme pas, encore une fois, pour les millions d'entre nous qui subissent et surtout sur les attaques continues sur nos pays. Donc moi je suis d'accord, ok, oui, on est une richesse, ok, on est une ressource, une grande ressource humaine, parce qu'aujourd'hui, certes, on va dire, ouais, Dabia, elle avait un OQTF, mais Dabia, elle est venue comment? On ne le rappellera jamais ça. Dabia, elle est venue parce qu'elle a eu un visa étudiant. Pourquoi? Parce qu'on veut aspirer les cerveaux des pays d'origine pour ensuite les mettre en France et que ça fasse une plus-value en France et dans l'Union européenne, comme on l'a fait aussi en Syrie, alors que beaucoup de ces cerveaux syriens, s'ils auraient immigré dans nos pays d'origine, je peux dire qu'aujourd'hui, on aurait peut-être eu une plus-value et qu'il y aurait eu des choses qui seraient avancées. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces Syriens qui sont des cerveaux, ils sont en Allemagne, ils sont en France, ils sont un petit peu partout, mais ils ne sont pas là où ils auraient pu faire avancer les choses. Bon, j'ai envie de vous dire cyniquement que ça s'appelle aussi le libre-échange. Le libre-échange qui va toujours... C'est difficile, le libre-échange qui va toujours dans le même sens. Il va toujours dans le même sens. C'est comme celui qui a les moyens. Zidane a choisi... De celui qui a les moyens. Ouais, mais Zidane a choisi d'être en équipe de France, de jouer à la Escane, de faire l'aveugle pendant je sais pas combien d'années, et là d'un seul coup on lui renvoie à la gueule que c'est un arabe. Non, là c'est faux là. Non, je suis désolé de te dire, pour Zidane, je vais donner quand même une information que tu n'as pas. Zidane a demandé, et là c'est la faute, là maintenant il faut mettre une responsabilité au pays d'origine. Il a demandé à être footballeur pour l'équipe nationale algérienne, il lui a refusé la place. Il y a eu la même chose avec Mbappé. Non mais c'est important, c'est important parce que les brain drain en l'occurrence, c'est la stratégie américaine qui a été prise par l'Europe, 1 million de Syriens en Allemagne, ils ont compris qu'ils avaient besoin de bras et d'intellect, et bien ce qui se passe, le problème c'est pas que ces Syriens partent, c'est pourquoi ils sont partis. Ils partent parce que l'État syrien a provoqué une guerre civile inutile, d'accord? Ensuite, tout le monde s'est mis dedans, mais au départ, c'est l'État syrien qui n'a pas géré. Eh bien, moi, je pense que quand il y a des fuites de cerveau comme ça à l'étranger, la première responsabilité, c'est le pays d'origine. Je prends un exemple très concret. L'Irak de Saddam Hussein en 70 a ramené les cerveaux chez lui en leur donnant les mêmes conditions de vie et les mêmes salaires, les mêmes standards de salaire qu'à l'étranger. Ils sont revenus. Donc, la question qui se passe, c'est que c'est pas de dire que l'Européen en profite, il a raison d'en profiter puisqu'il est dans sa position. Le problème, c'est celui qui n'en profite pas. On forme des médecins en Algérie, ça coûte, je sais pas, 30 000, 50 000 euros. Ils partent tout en France, 15 000. Donc, simplement pour revenir à la problématique qui se pose, à savoir quelle est la vraie problématique dans ce pays. Il y a un problème d'abord la première défiance, c'est la perte d'Algérie.
c'est pas passé pour beaucoup c'est à peu près 5 à 10 millions de personnes qui ont été directement ou indirectement impactées par cette perte. La perte de l'Algérie, c'est la perte de l'empire colonial français en Afrique. Ils perdent tout leur empire à cause d'une guerre. Ensuite, ils perdent une guerre, c'est la dernière défaite française à l'étranger. Ça fait à peu près 200 ans de défaite, ça consacre leur défaite totale sur le plan militaire. Maintenant, les Français ne font plus de guerre. Et une fois qu'ils ont perdu la guerre en Algérie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ressenti, il est lourd. C'est-à-dire qu'en Algérie... Il y a eu des guerres depuis... Oui, il y a eu quand même la guerre en Libye, ils sont intervenus sur plusieurs trucs. Et la Syrie... Ça n'est pas la France. Alors, on revient sur la Syrie, mais la Syrie, quand même, il y a eu beaucoup d'agence extérieure. La Libye, c'est pas la France, c'est une coalition. L'Irak, c'est pas la France, c'est une coalition. La France, seule, qui fait la guerre, perd systématiquement. Le Sénégal, le Mali... Elle a perdu systématiquement. Elle a perdu... C'est pas les guerres. Alors, justement... C'est jamais des guerres, mais ça fait des morts. C'est pas les guerres ouvertes comme 70, 14-18, 39-45, 56, 54. Ils n'ont pas été perdus depuis le siècle. Gamal Amina, justement, comme on parle de guerre, là, le film, pour revenir un petit peu à mes trois personnalités, ce film, Les Tirailleurs, mais comment se fait-il qu'un type, un acteur de renommée maintenant internationale, ok, je vous demande pas de pleurer sur lui, Tarek Sassi, mais tout de même, ce qu'il représente, je parle du film, au-delà de la personne d'Omar Sy, le film en lui-même, le sujet qui est traité, ça parle d'individus là, qui ont existé. On n'est pas c'est pas un fantasme. Des tirailleurs qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas tous sénégalais d'ailleurs, et qui ont connu, pour certains d'entre eux, une fin tragique. Le fait qu'un acteur comme lui, comme Omar Sy, qui profite aussi de sa notoriété pour enseigner quelque part une histoire comme celle-là, je trouve que c'est bien, que c'est une bonne chose. Comment peut-on comprendre cette levée de bouclier venue de certains qui s'offusquent qu'il y ait un tel film? Je ne comprends pas comment on peut appeler à boycotter ce film. C'est très étrange. Parce qu'on a des intellectuels, parce qu'on va revenir sur le cas Houellebecq et tous les autres comme Zemmour. On a le cas de gens aujourd'hui qui font les idées des extrêmes que j'appellerais la France qui chiale. La France qui chiale. Alors, elle est composée de qui, cette France qui chiale? La France qui chiale, elle est composée des grands chroniqueurs qu'on peut retrouver des fois sur CNews, TPMP et des fois même maintenant sur le plateau de BFM TV, parce que on tape constamment sur CNews, mais il ne faudrait peut-être pas oublier le rôle de BFM TV. TV privé, quoi. Et voilà. Donc c'est devenu un créneau. La France qui chiale, c'est devenu un créneau. Et qu'est-ce que c'est? Pendant que les autres bossent. Voilà, pendant que les autres bossent. Et en plus, du boulot. Souvent, ceux qui se bougent sur le terrain, ceux qui prennent des risques, et j'ai pas envie de commencer à énumérer des choses que j'ai faites ou que d'autres ont fait. Souvent, ce sont des gens issus de l'immigration. Souvent, ce sont des binationaux. Souvent, ce sont des gens avec une carte de séjour. Souvent, ce sont des gens sans papier qui agissent et qui font des actions en France pendant que eux, ce sont la France qui chiale, ce sont la France qui dénonce, ce sont la France de la twittosphère où ils sont uniquement... Ils ont le temps de tweeter. Voilà, ils ont le temps de tweeter. Ils ont le temps de tweeter. Donc, on revient encore une fois à ce fond populaire mauvais, qu'on le veuille ou non, il est là. Moi, je vais dire un truc par rapport à ça. D'abord, tout à l'heure, tu avais dit... une chose, tu as dit, voilà, ce film-là, le devoir de mémoire vient de sortir, il ne vient pas de sortir, ça avait commencé avec Indigène hors la loi. Même réaction excessive, même sauvagerie en face. La problématique qui se pose en France, c'est pas que la population française soit rétive à entendre ça, elle ne le sait pas, pour la majorité. C'est que les penseurs, les politiques et toute cette frange rance de ce passé colonial refusent de reconnaître les crimes coloniaux. C'est le seul pays au monde, il faut le rappeler, le seul pays au monde qui refuse catégoriquement de dire on a tué des dizaines de millions de personnes à travers le monde. C'est le seul pays au monde. Peut-être que le travail, déjà, il aurait dû se faire à l'éducation nationale avant un film qui rapporte aujourd'hui à son producteur. Les politiques donnent les programmes de l'éducation. Voilà. Donc tant que l'éducation ne va pas réformer ses programmes et tant que ces gens-là, je ne parle pas de la population, parce qu'elle n'est pas concernée en réalité, si on lui donne la vérité, elle va la prendre telle qu'elle est. Tant que ces gens-là refusent de reconnaître ces réalités, tant que ces gens-là ne parlent que sur un programme d'histoire en troisième de 2 pages sur la colonisation qui se réduit à rien, alors que c'est quand même 2 siècles de colonisation quasiment, parce qu'il y a la colonisation et la post-colonisation. D'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure pour les enfants issus de l'immigration post-coloniale, on peut dire comme ça, héritier, ou mieux, il y a encore mieux que ça. Quand on parle de nous, on est héritier de la décolonisation, donc d'une victoire, pas d'une défaite. Et bien, tant que ces choses-là ne seront pas pensées, posées, réglées, on n'avancera pas. Il y a peu de travaux, corrigez-moi si je me trompe, mais on parle beaucoup de la période d'après la décolonisation. C'est vrai que les thèmes étudiés
enfin la colonisation, le siècle et demi, 2 siècles de colonisation sont moins appréciés, moins étudiés, moins connus, par la majorité de nos concitoyens. Mais j'ai envie de vous poser la question suivante. Vous pensez que les étudier, les comprendre, très bien, c'est ce qui intéresse, alors ma question va être cynique, vous pensez vraiment que c'est ce qui intéresse une foule de consommateurs frénétiques que sont devenus les jeunes gens? Je vais juste répondre très rapidement avant que tu ne Parce qu'à un moment donné, il faut aussi parler de la réalité du terrain. Mais très rapidement, moi, je vois beaucoup de gens qui ont... Pardon, messieurs. Ouais. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie de lire. Qui n'ont pas du tout envie d'apprendre. Parce que c'est simple, aujourd'hui, ce ne sont pas des enfants. C'est vrai ou pas ce que je dis? Ce ne sont pas des enfants. Malheureusement, je le regrette. Ils n'ont pas... Et ce n'est pas des enfants qui ont un héritage comme nous, on l'a de la part de nos grands-parents, qui ne comprennent même pas le bled. Ce sont aujourd'hui, la plupart de ces enfants issus de l'immigration, ce sont des enfants de Skyrock. Ce sont des enfants qui travaillent leur idéologie. Les petits-enfants de Skyrock. Ce sont maintenant des enfants des influenceurs, machin. Enfants, petits-enfants, pareil, mais ils n'ont aucune envie d'avoir une idéologie, une conscience. Alors, il y a même un devoir de mémoire. Ils sont loin de ça. Et ça a été construit tel quel. Et ça a été construit tel quel depuis plus 20 ans. Depuis 20 ans. Non, il y a un inconscient collectif. Il y a un vrai inconscient collectif, très court, après je te laisse parler parce que je sais que tu en as un paquet à dire. Il y a un inconscient collectif, il faut être très clair. Quand quelqu'un va tuer ton grand-père et te dit on l'a pas tué, il n'existait pas, donc tu n'existes pas. Quand quelqu'un va pas t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une barbarie, pourquoi est-ce que la police se comporte de façon très néocoloniale quelque part, et que tu es considéré par ta couleur, tu n'existes pas. Tant que ces questions-là ne seront pas dépassionnées, une fois qu'on a reconnu un crime, et je prends l'exemple, il est évident, tout le monde dit la France et l'Allemagne, le couple franco-allemand, ça se passe bien. Macron vient de faire une sortie, il a dit « je ne demanderai pas pardon à l'Algérie ». Il était clair. Il ne demande pas, alors que s'il le faisait, ça réglerait les questions. Ben, je suis désolé, en Allemagne, non seulement ils ont demandé pardon, mais ils ont été condamnés à Nuremberg, à des peines de prison ou à des peines immédiatement d'exécution. Donc je suis désolé, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a reconnu ses crimes, a été condamnée pour ça. La France ne reconnaît pas ses crimes, il n'est même pas condamné. Il faudrait peut-être condamner déjà François Mitterrand. Bien sûr, absolument. Moi, je suis gêné quand j'entends des généralisations. Moi, je crois que on est le produit d'une grande diversité de nos itinéraires. Il y a, comme partout, il y a des gens qui combattent, des gens qui combattent pas, des gens qui sont cultivés, des gens qui ne le sont pas, des gens qui sont conscientisés, des gens qui ne le sont pas. Donc on ne peut pas dire que les Français héritiers de l'immigration coloniale, et notamment les enfants, sont tous réduits à des radios ou à du... etc. Mais il y a des faits, il y a des statistiques. Il y a quand même des résultats aujourd'hui. Il suffit juste de sortir du studio, de voir ce qui se passe quand même. Mais pas tous. Il y a des gens qui sont effectivement aliénés par des structures de radio, je ne sais quoi, mais vous avez des jeunes... Moi, écoutez, ou alors on ne fréquente pas les mêmes lieux. Moi, je vais dans les lycées, notamment avec la dernière pièce de théâtre que j'ai faite, parce que je crois que le travail de transmission ne se fait pas seulement par les livres, il peut se faire aussi par l'action culturelle, par le théâtre, et on peut éveiller. Et donc il faut garder de l'espoir. Et donc moi je rencontre des jeunes dans les lycées, qu'ils soient les lycées professionnels ou les lycées généraux, qui posent des questions, qui sont... Et dès qu'on ouvre la brèche, alors, il y a des questions extraordinaires et donc je reste des heures et des heures après le spectacle à discuter. Donc ça, c'est le premier point et je pense qu'il faut continuer à construire et à ouvrir. L'autre chose, moi, je ne demande pas à mes adversaires d'être gentils avec moi. D'accord. Et Gamal l'a bien dit, c'est une question politique. Et la question politique, il faut la combattre politiquement. D'ailleurs, le grand inventeur de la sociologie française, Émile Durkheim, il a dit quoi? Il n'y a de société que d'intérêts. Il y a des intérêts différents, on a des intérêts différents. Donc, forcément, ceux qui tiennent les télévisions qui sont là pour nous massacrer, je dirais politiquement, je ne vais pas leur demander d'être sympas, et ils ont leur supplétif. On a grandi avec ça, on sait ça. Bien sûr. Et on l'a limite en héritage. On l'a en héritage, c'est ça qui est malheureux. Oui, mais ils ont leur supplétif. Comme leur collabo, et c'est normal, et ça marche comme ça. Mais il y a aussi des gens, comme sur ce plateau-là, qui sont ici, mais il y en a plein d'autres, on est de nombreux,
à résister et à exister autrement et de ne pas baisser la tête. Et puis la dernière chose que je voulais dire, je crois que si on veut avancer, parce que moi, sinon, ça ne m'intéresse pas, c'est quoi la flamme qui permet c'est de garder de l'espoir, de la joie dans les cœurs? Parce que ce qu'ils veulent, nos adversaires, c'est qu'on soit résigné. Et justement résigné par le fait de dire, englobé, voilà, chez nous, il n'y a que des traîtres. Chez nous, il n'y a que des gens résignés, etc. C'est faux. Il n'y a pas que des traîtres. Des traîtres, il y en a partout. Des résignés, il y en a partout. Des gens écervelés, il y en a partout. Mais il y a des gens brillants. Il y a des gens courageux. J'ai cité tout à l'heure le mouvement des travailleurs arabes en 1972. C'était des gens qui ont résisté. Beaucoup sont morts. Sur le terrain parce qu'on on a tenté de les écraser et beaucoup ont résisté. Et d'ailleurs, on en connaît un, celui qui a fondé justement, je lui rends hommage, Saïd Bouzidi, qui est un Tunisien, qui a créé avec d'autres le mouvement des travailleurs arabes dans les années 70. Et c'est un homme qui a résisté jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut voir ce qu'ils lui ont fait. Et donc la résistance, elle existe, et tant qu'il reste une onde d'espoir, de respiration, il faut garder la joie dans les cœurs et continuer à produire et à faire des choses. Sans quoi, on n'a pas d'autre solution que de produire. Mais je suis d'accord, moi, là-dessus. Je suis d'accord là-dessus. Mais déjà, le fait de voir qui sont ces traîtres, c'est déjà, ça permet d'avancer. Ça permet de prendre conscience. C'est ça le problème. Ça permet de prendre conscience. Ensuite, le travail dans les lycées, dans les lycées, il est formidable. Ouais. Moi aussi, je l'ai fait. Mais le problème, c'est que les lycées, les établissements scolaires dans lesquels on intervient, c'est une minorité dans l'étendue des établissements scolaires. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et le problème, c'est que comparé à ça, nous, qu'est-ce qu'on a? On continue, malheureusement, et il faut aussi quand même voir. Et on peut pas dire qu'on est en train de forger des générations de savants et de gens conscients. Au contraire, on est en train de forger des gens idiots et qui malheureusement se forgent uniquement. Laissez-moi finir mon propos. Après, voilà. Malheureusement, encore une fois, c'est toujours sur du populaire qu'on va forger notre pensée. C'est sur du foot. Malheureusement, quand on veut exacerber l'héritage de nos origines et sortir nos drapeaux, c'est toujours à l'occasion de matchs de foot et c'est jamais pour des choses réelles. C'est jamais quand on va parler de co-développement. C'est jamais quand on va parler d'investissement et de faire avancer les choses chez nous. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Alors, il y a déjà deux choses. La première, je remercie BFM, CNews et toutes ces chaînes privées. Précisons bien que le public se comporte bien. C'est le privé qui ne va pas. C'est privé. C'est important de le rappeler parce que quand on voit France Télévisions, en général, il n'y a aucun problème comme ça. Il n'y a pas de discours sale. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est les chaînes qui font de l'argent, quoi. Moi, je les remercie parce qu'elles augmentent la conscientisation de la jeunesse. À taper, retaper, les jeunes militent. D'ailleurs, Gamal, depuis sa tentative de prendre le pouvoir en se présentant à la présidence, à la candidature, Zemmour, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont partis voter. Donc il a voté pour qui? Non, voter contre lui. Contre lui. Voter pour qui? Voter pour qui? Il faudrait peut-être se rappeler pour qui on a voté. Contre lui. Et pour qui on a appelé à voter. La France insoumise, on est d'accord. Mais contre lui, contre Zemmour. Qui ne valent pas mieux et sur lequel, bien sûr, on ne veut pas se rappeler. On ne veut pas se rappeler des propos racistes et des propos vraiment insultants envers les musulmans de Mélenchon et de certains de son parti. Et on ne parlera pas du PCF avec qui j'ai eu un passé déjà et qui aura toujours cette hiérarchisation des peuples et des races. La France insoumise, c'est pas Mélenchon. Mélenchon, c'est la figure de proue. La France insoumise, c'est un parti. Donc les gens ont voté pour des gens de parti et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ensuite, ça reste une gauche qui est quand même un peu plus proche du peuple que le reste. Maintenant, le fait, juste pour finir mon propos, par rapport à la conscientisation, d'abord… Plus proche de Naturalia. Je finis s'il te plaît. La conscientisation. Nous, on a fait un film il y a 10 ans, et tu le connais, sur le 17 octobre. Un petit court-métrage. J'ai voulu faire un film de format américain, style fictionnel et tout, pour mobiliser les gens le 17 octobre 61 pour les 50 ans. Ça a tellement bien marché, c'était diffusé en direct à Canal Algérie la veille, ça a été sur le réseau à mort, ça a tellement bien marché parce que ce que j'ai fait comme film, j'avais fait un film dans lequel je voyais un combattant algérien qui avait été jeté dans la Seine et un jeune de banlieue qui sort de l'eau, qui lui tend la main après qu'il ait été tapé. Donc c'est fantastique. Un jeune de banlieue qui sort de l'eau.
c'est la transmission. Eh bien, c'est tellement bien marché qu'on a eu 5000 personnes sur le pont qui sont venues par ce film. J'ai vérifié, j'ai fait un sondage. Les jeunes qui étaient là, où on a vu le film. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand on utilise des médiums, des moyens de communication modernes pour toucher les cœurs, étrangement, ça marche très bien. On ne connaissait pas, on voulait savoir. Les gens sont friands de connaissances. Quand on leur donne la possibilité de savoir par des moyens modernes, évidemment, ça fonctionne. Et le cinéma l'a fait. Indigène a été un vrai vecteur pour ça. Mais Gamal, mon cher Gamal, aujourd'hui, qui veut savoir a largement les moyens de savoir avec Internet, avec l'école. L'école est gratuite, les bibliothèques sont gratuites. Il y a Google, je suis pas d'accord avec vous parce il y a Netflix. Non. Je suis pas d'accord avec vous, Nader, pour une raison. Vous savez pourquoi? Parce que l'Internet... Ça marche mieux aujourd'hui. Non, l'Internet, si on ne sait pas, on ne cherche pas bien. Et on ne trouve pas. Vous avez raison. C'est comme une bibliothèque. Quand on rentre, c'est un univers immense. Si on ne sait pas où on va, on ne peut pas l'avoir. Ben là, ils ne savent pas. Non, puis en plus, sur cette question de transmission de savoir, puisque je trouve que c'est intéressant et c'est important, c'est comment on transmet, c'est comment... Parce que l'avenir, c'est pas nous, c'est les jeunes, les enfants, etc. Nous continuerons d'exister à travers eux. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. Et donc la question, c'est le rapport au savoir. Moi, je ne crois pas que parce qu'il y a une multitude de champs des possibles par les réseaux, etc., que l'on peut accéder au savoir comme ça. Le savoir, il s'acquiert par les interactions, comme dirait Goffman. C'est-à-dire que Goffman, qui est un grand sociologue et qui a justement travaillé sur la folie, sur plein de choses, et sur le regard, sur ce qui se passe dans les interactions. Là, par exemple, là aujourd'hui. Là aujourd'hui, on apprend les uns des autres, etc. Parce qu'un tel dit ça, alors ça me fait faire rebondir sur ça, etc. C'est comme ça que ça marche l'éducation. C'est pas vos gamins, vous leur laissez un micro dans leur chambre, ça peut donner des catastrophes. Vous fabriquez des aliénés. C'est bien de le rappeler. Et donc, l'école ne donne pas tout. Parce que Bourdieu l'a bien démontré, le grand sociologue, que finalement l'école profite à ceux qui savent déjà. Oui, mais même ceux qui savent, elle leur apprend à le vivre ensemble. Au moins, ça apprend au moins ça, le vivre en société. À se confronter à d'autres gamins. Non, pas du tout. À d'autres gamins qui ne sont pas forcément de la même famille. Non, c'est pas naïf. On en est loin de là. C'est pas du tout naïf. Quand vous rentrez en 6e, par exemple, au collège, première année de 6e, vous allez jusqu'en 3e. Donc ça fait 4 années de collège. Pendant 4 ans, quotidiennement, vous avez, que vous le vouliez ou non, appris à vivre avec d'autres gens. Oui, mais dans le 93, par exemple... Appris à survivre. On n'a pas été dans le même collège, je crois. Dans le 93, la problématique, c'est les lois de Jospin qui ont tout cassé. C'est-à-dire qu'il a imposé la sectorisation, ce qui fait que les étrangers restent avec les étrangers, les Européens avec les Européens. Personne ne va au collège parisien. Donc on apprend à se connaître qu'entre nous. Donc on ne se connaît pas. Bravo. Alors, une conclusion, messieurs. Ça manque de dames autour de ce plateau. Tout à fait. Je le regrette. Ouais. Franchement, je le regrette. C'est Laura qui se prête pas. Mais j'ai invité une, elle n'a pas pu venir. Elle viendra. Un dernier mot, Ahmed. Moi, je crois que ce qui compte, le plus important, en ces 40 ans de militantisme, notamment à travers la reconnaissance des crimes coloniaux, la question du rapport au savoir, la question de la transmission, j'ai appris une chose, une seule, c'est qu'il faut se retrousser les manches. Et qu'il faut continuer à produire, à travailler. C'est-à-dire qu'on est 10 fois plus efficace lorsqu'on prend un stylo et qu'on se concentre dans la lecture, dans l'écriture, à produire, c'est-à-dire notre propre parole, et non pas la parole rapportée de ceux qui les dominants, c'est-à-dire les laisser. Et c'est comme ça qu'on arrive à résister. D'accord? Puisque, comme dirait Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. TikTok est peut-être malheureusement plus fort que Sayad aujourd'hui. Heureusement que vous faites le travail sur TikTok pour réveiller les gens. Mon Dieu. Bon, malheureusement. Mais bien sûr qu'il faut. L'accès au savoir, c'est les livres. J'aime cette image. C'est les livres. Évidemment. Ça vous dérange pas, je me fais plaisir pour une petite blagounette dans l'atmosphère. J'ai envie de dire à certains penseurs, dont on a parlé tout à l'heure, Nadine Houellebecq. Elle est pas mal. Franchement, respect aux conclusions de mes deux grands frères. Si aujourd'hui, bien sûr, je peux m'exprimer en plateau, et même si on peut avoir des divergences, c'est quand même grâce à eux, c'est quand même grâce à leur travail. Et reconnaître déjà ces anciens et ces grands frères, c'est une marque de caractère. Voilà.
Voilà, déjà, et c'est quelque chose qui se perd justement dans les nouvelles générations. TikTok. Voilà. L'effet TikTok. Entre autres, bien sûr, entre autres. Et ça continue. Et je pense que le travail de mémoire doit s'allier avec un travail de progrès. Un travail de progrès et un travail de co-développement, aussi bien ici en France que de l'autre côté en Afrique. On est d'accord. Merci messieurs, merci à beaucoup, merci de nous avoir suivis. Et puis je vous dis à bientôt dans un autre numéro de votre émission On en discute sur RTV. À bientôt.